La chanteuse Karen Carpenter est morte d'un arrêt cardiaque à l'hôpital de Downey. Elle avait 32 ans. Karen Carpenter était la voix de toute une génération. Karen et son frère Richard formaient le duo Les Carpenters. Ils ont vendu plus de 60 millions d'albums. Les Carpenters avaient des millions de fans dans le monde entier. On a détecté un rythme cardiaque très faible. Mais le pouls était imperceptible. Pour nous, c'est un arrêt cardiaque, pas une crise cardiaque. Depuis des années, la rumeur courait qu'elle souffrait d'un trouble alimentaire. Pourquoi Karen Carpenter est-elle morte à 32 ans seulement? L'autopsie fournit des faits bruts, non seulement sur la cause de la mort, mais aussi sur la vie de la personne dans les jours, les heures et les minutes qui ont précédé son décès. Le docteur Richard Shepard, médecin légiste de réputation mondiale, pratique des autopsies de personnalités depuis plus de 25 ans. Il a officié à la mort de Lady Diana, après le 11 septembre, et le dimanche sanglant en Irlande. Voici le rapport d'autopsie de 25 pages remis après la mort de Karen Carpenter. Si on sait les lire, ces pages racontent toute l'histoire de sa vie, et notamment les événements de ces derniers jours et de ces dernières heures. 14 janvier 1983. Karen et son frère Richard dînent avec un ami de la famille, Dennis Hiss, dans un restaurant d'Hollywood. Après une longue absence, les Carpenters sont de retour en studio. Ils sont ravis d'enregistrer un nouvel album et, comme d'habitude, ils décortiquent les détails. Je les ai vus au Saint-Germain. Juste Rich, Karen et moi. Elle avait l'air heureux. Elle charriait un peu Rich parce qu'il était tatillon. Mais elle l'était tout autant. Elle cherchait la perfection. Les Carpenters entament leur carrière à la fin des années 60. Well, our first contestants tonight come from California State College at Long Beach. They're the Dick Carpenter Trio. Ils poursuivent en duo et au cours des 10 années suivantes, ils sortent une série de tubes, dont Goodbye to Love, Close to You, Please Mr. Postman et We've Only Just Begun. La voix chaude de Karen captive l'Amérique. Elle avait une voix extraordinaire. Certains vous diront que c'était une des plus grandes voix de la musique pop. Elle chantait parfois dans la limousine quand je l'accompagnais pour m'occuper d'elle. Elle racontait une histoire et soudain, elle se mettait à chanter. J'étais estomaqué. Et la voix de Karen n'est pas son seul atout auprès du public américain. Elle était simple. La fille d'à côté. Elle était jolie, mais ce n'était pas une bombe sexuelle. Elle était accessible. C'est ce qui a fait le succès populaire des Carpenters. Si elle avait chanté les mêmes chansons en bikini, toute poitrine dehors, leur public aurait été différent. Ces chansons ne parlaient pas de sexe, c'étaient des chansons d'amour. C'est l'image qui a plu à tout le monde, et c'est ce qui lui a permis d'aller aussi loin dans sa carrière. Mais après 10 ans de succès, les ventes de disques accusent une baisse régulière. Leur dernier numéro 1 date de 1975, 8 ans auparavant. Pour Karen et Richard, c'est le moment ou jamais de faire un comeback. Malheureusement, celui-ci n'aura jamais lieu. Le rapport d'autopsie de Karen Carpenter indique qu'elle est morte de complications d'anorexie mentale. Mais elle mesurait 1,62 m et elle pesait 49 kg, ce qui signifie qu'elle avait un IMC de 18,5. Pour une femme de 32 ans, c'est tout à fait normal. Donc a priori, ça ne colle pas. Si Karen n'a pas de problème de poids au moment de sa mort, il n'en a pas été de même au cours de sa carrière et les spéculations allaient bon train. La voici en concert en 1974. Et la voici au début des années 80. Elle est d'une maigreur à faire peur. Dans l'univers du showbiz, la rumeur court depuis des années que Karen est atteinte d'anorexie mentale. L'anorexie mentale est une maladie psychologique qui se manifeste physiquement. Le patient se voit beaucoup plus gros qu'il ne l'est. Et il tente de régler le problème par des régimes, des purges,
trop d'exercice et des laxatifs. On vivait malheureusement une époque où il fallait être super mince. Soudain, la silhouette en sablier était out. C'était l'ère de Twiggy et de Cher. Karen est allée trop loin. Elle voulait être une pop star et elle voulait ressembler à une pop star. Et pour elle, cela signifiait être maigre comme un clou. Elle a plongé dans une spirale. Elle ne pouvait plus s'arrêter de maigrir. Une semaine avant sa mort, Karen est chez elle. Elle inspecte une fuite dans sa salle de bain. Elle avait dit à un ami qu'elle essayait de réparer quelque chose sous le lavabo de son appartement et que son cœur battait tellement fort qu'on aurait dit qu'il allait jaillir de sa poitrine. L'anorexie peut avoir des effets dévastateurs si on ne mange pas, car on est privé de substances nutritives. Ou si on mange, mais qu'on se purge et qu'on prend des laxatifs pour évacuer les aliments très vite. Dans les deux cas, on peut souffrir de déshydratation, d'étourdissement et d'arythmie cardiaque. L'autopsie révèle que le cœur de Karen était abîmé. Qu'a-t-elle fait subir à son organisme pour avoir des palpitations aussi terribles? Et qu'est-ce qui a fait qu'une superstar apparemment en bonne santé est morte moins d'une semaine plus tard? Le 4 février 1983, la star Karen Carpenter est chez ses parents à Donny en Californie lorsqu'elle perd conscience. Son décès est déclaré à son arrivée à l'hôpital. Sa mort provoque une onde de choc. On s'interroge. Pourquoi cette grande voix a-t-elle disparu à 32 ans à peine? Le docteur Richard Shepard, médecin légiste réputé, nous dévoile les secrets de l'autopsie de Karen. Il s'intéresse particulièrement aux rumeurs d'anorexie dont elle aurait souffert. Le rapport d'autopsie indique qu'elle avait un kyste sur l'un des ovaires, un kyste du corpus luteum, ce qui prouve que son cycle menstruel était normal. Dans les cas d'anorexie sévère, le cycle s'interrompt. Le fait que Karen avait ses règles signifie qu'elle n'était pas dans un état grave. De même, ses poumons, son foie et ses reins étaient de taille normale et semblaient bien fonctionner. Normalement, les organes d'une anorexique présentent des lésions importantes. Trois jours avant sa mort, Karen dîne avec son frère Richard et Joe Layton, leur metteur en scène, afin de poursuivre les préparatifs de leur comeback. On parlait d'une tournée d'été et Karen voulait enregistrer. Elle voulait partir en tournée et frapper aussi fort qu'au début, dans les années 1970. Malgré son optimisme, Karen cache un terrible secret que l'autopsie va dévoiler. Elle paraissait en bonne santé, mais selon le rapport toxicologique, son foie contenait des traces d'une substance appelée éméthine. L'éméthine est l'ingrédient actif du sirop d'IPK. On l'utilise couramment aux urgences pour faire vomir les enfants quand ils ont avalé un poison. Ce sirop irrite la paroi de l'estomac. Il provoque donc des vomissements. L'éméthine peut affecter le cœur si on en prend souvent ou en quantité excessive. La prise répétée de sirop d'IPK est extrêmement dangereuse pour les anorexiques. On a signalé plusieurs décès dus à des intoxications à l'éméthine. Néanmoins, il n'y avait pas suffisamment d'éméthine dans l'organisme de Karen pour causer sa mort. La présence d'éméthine laisse penser que si le poids de Karen était redevenu acceptable et qu'elle paraissait en forme, l'anorexie mentale continuait à l'affecter psychologiquement. Elle prenait encore des médicaments pour vomir. Autrement dit, elle n'était pas libérée de cette terrible maladie. L'anorexie est fréquemment liée à une faible estime de soi
Mais Karen Carpenter est une star internationale, adorée par des millions de fans. Elle est riche et issue d'une famille apparemment aimante. Comment a-t-elle succombé à cette maladie pernicieuse? Les racines peuvent remonter à un sentiment d'infériorité dans l'enfance. La personne ne se sent pas à la hauteur. Ce genre de message sème les graines d'un comportement futur qui peut mener à l'anorexie. Karen Carpenter était une petite fille potelée. Les enfants du quartier l'avaient surnommée Bouboule. Elle m'avait dit qu'elle se trouvait grosse quand elle était petite. Les autres enfants se moquaient d'elle. Je crois qu'elle ne l'a jamais oublié. Mais les moqueries de son enfance ne sont pas seules en cause. La dynamique complexe de la famille Carpenter joue aussi son rôle. Richard était le chouchou. Il était toujours mis en avant, surtout par leur mère. Et Karen restait en retrait. Agnès Carpenter adore Richard, au point qu'elle fait déménager la famille à Los Angeles pour développer le talent musical de son fils. And this gentleman right here, this handsome boy, is the leader. He is Dick. He plays the organ. Actually, it's not an organ, is it? Electric piano. And of course, the young lady on the drums is Karen, his younger sister. Now, Karen used to hear Dick play, and she used to get so filled with rhythm that she'd play on the kitchen chairs and the table. And finally, she decided, well, I better get some drums. She did that and decided to play along with Dick. So that was two of them. And she's been going strong ever since. Incidentally, she's a fine singer, too, you're going to find out. En grandissant, Karen était toujours dans l'ombre de Richard. Elle l'admirait beaucoup. Dans leur enfance, Karen idolâtrait et vénérait son grand frère. Elle s'est peut-être sentie inférieure à son frère, en compétition pour attirer l'attention de leur mère. Et ces facteurs ont sans doute façonné l'image qu'elle avait d'elle-même. Depuis le début de leur carrière, Karen est aux prises avec deux conflits intérieurs. Son poids et sa confiance en elle. Karen se considérait d'abord comme une batteuse. Le chant était une sorte de bonus. Karen était timide. Elle se forçait à chanter. Et il se trouve qu'elle avait une des voix les plus magnifiques de tous les temps. Elle avait une voix superbe, mais elle se cachait derrière sa batterie. Ses producteurs se sont dit qu'il fallait en faire le leader du groupe. Elle aurait préféré rester derrière sa batterie. En fait, elle m'a dit un jour qu'elle préférait être derrière. C'est à ce moment qu'elle commence à ne plus diriger sa vie. Elle a pu se demander sur quoi elle avait le contrôle, comment elle pouvait être elle-même. Et il est possible que restreindre son alimentation, contrôler son corps, soit devenu son vice. L'origine de la maladie de Karen date de son enfance, mais pour elle, comme pour de nombreux anorexiques, un événement marquant peut déclencher la descente aux enfers. « 1978. Les Carpenters sont des stars planétaires. Ils ont 12 singles au top 10 à leur actif et vendent des millions de disques dans le monde entier. Mais derrière l'image soignée, Richard, l'enfant chéri de la famille, le meilleur ami et le héros de Karen, court au désastre. Comme sa sœur, il dissimule un terrible secret. Lui aussi a développé une dépendance. Le Quaalude qu'on prescrivait dans le traitement de l'insomnie était extrêmement addictif. These things were fairly new, and the doctor had prescribed them for my mother. And she said, why don't you try one? As the years went by, I started to take more. So what would happen is I'd take 5 or something like that. And within 15 minutes, I was gone. Hour later, I was up. Really? Take a few more. Hour later, a couple hours later, up. It was no good. C'est devenu un énorme problème, au point qu'ils n'ont pas pu fonctionner en duo pendant un certain temps. En 1978, les Carpenters se produisaient au MGM Grand à Las Vegas. À l'époque, Richard était tellement accro au Quaalude, un puissant sédatif, qu'il tremblait comme une feuille. Il était incapable de jouer aussi bien que par le passé. Et un jour, entre deux spectacles,
Il a annoncé au groupe qu'ils arrêtaient. Le 10 janvier 1979, Karen accompagne Richard qui entre en clinique de désintoxication. Concernant sa propre santé, Karen ne prenait pas de bonnes décisions. Mais dans le cas de son frère, elle a pris les choses en main pour l'aider à soigner sa dépendance. Si elle le percevait comme le pilier de sa vie et qu'il s'écroulait, cela a peut-être servi d'effet miroir à ce qu'elle-même éprouvait. Cet effet miroir révèle vos propres fêlures, et elle a sans doute pris conscience de son désespoir, de son mal de vivre. L'un de ses mécanismes de défense a été de plonger davantage dans l'anorexie, de limiter son alimentation afin de gérer son angoisse, plutôt que d'affronter ses émotions. Il suffisait de regarder Karen pour comprendre qu'elle allait très mal. On voyait bien que ça n'allait pas. J'ignorais qu'elle souffrait, mais je savais qu'elle était affreusement maigre. Je disais « Mange quelque chose ?» Elle répondait « Oui, oui, oui ». Elle fondait sous nos yeux. Tout le show business savait que les Carpenter avaient de gros ennuis personnels et professionnels. On a su plus tard que Karen prenait toutes sortes de produits pour le régime. La vérité éclate à New York alors que Karen séjourne chez son amie Itchy Ramon, la femme du légendaire producteur Phil Ramon. Itchy a découvert des laxatifs cachés dans des têtes d'oreiller, dans les chaussures de Karen, dans le placard, et même dans la coupe de fruits. Quand elle en a parlé à Karen, celle-ci s'est mise en colère. Pour elle, leur relation a été détruite. Itchy avait trahi sa confiance. Ce genre de maladie qu'est l'anorexie contrôle la personne. Celle-ci essaiera tout ce qui est possible, tout ce qu'elle peut lire ou apprendre, sur les moyens de limiter la prise de poids et d'accélérer l'amaigrissement. Selon ses amis, Karen prenait 80 à 90 Dulcolax par jour. Le Dulcolax est un laxatif. En accélérant le transit intestinal, il diminue l'absorption des aliments et contribue à la perte de poids. En général, les laboratoires de toxicologie ne recherchent pas les laxatifs. Ces médicaments agissent directement sur l'intestin et ne pénètrent pas dans le système sanguin. Toutefois, l'autopsie indique que Karen était déshydratée. Or, purger son corps de liquide et d'aliments est l'une des causes de la déshydratation. Il est donc possible qu'elle ait pris ces laxatifs qu'on ne pouvait pas détecter au moment de sa mort. Karen a toujours dissimulé qu'elle était anorexique. Elle jouait avec la nourriture dans son assiette. Elle se cachait de tout le monde. Elle ne l'a jamais avoué. Il était très difficile de lui en parler parce qu'elle refusait de reconnaître qu'elle avait un problème. On voyait bien que quelque chose n'allait pas. Quand je dînais avec elle ou que je m'occupais d'elle, je remarquais soudain qu'elle trifouillait dans son assiette, mais qu'elle ne mangeait pas. Par contre, elle m'a avoué qu'elle aimait les barres chocolatées. Elle aimait le chocolat, c'est bizarre. Elle en mangeait, mais elle n'avalait rien d'autre. Confrontée chaque jour à une image corporelle dégradée, Karen se tourne vers un autre médicament qui n'a apparemment rien à voir avec la perte de poids. En plus de l'émétine, on a trouvé du lorazépam dans son organisme. C'est un médicament prescrit dans le traitement de la dépression. Et le rapport d'autopsie nous apprend que Karen était dépressive. La famille de Karen n'était pas prête à admettre qu'elle souffrait de troubles émotionnels ou même psychologiques. Mais heureusement, elle avait de bons amis. Frenda et ses parents s'occupaient souvent d'elle. Sa dépression a été très profonde. Parfois, la mère de Frenda la prenait dans ses bras et la berçait comme un bébé.
Il arrivait à Frenda de la nourrir à la cuillère, en faisant l'avion, comme avec un bébé. C'était dur. Je savais très bien qu'elle était déprimée quand elle perdait toute envie de faire de la musique. Mais selon le Dr Shepherd, il y a une différence entre la posologie prescrite et le nombre de comprimés que prenait la jeune femme. Le rapport fait apparaître un fait intéressant. Le 10 janvier, Karen a reçu une ordonnance de 100 comprimés et elle devait en prendre 3 par jour. Cela signifie qu'elle aurait dû en avoir pris 75 au moment de sa mort et qu'il aurait dû en rester 25. Mais le flacon en contenait 60. Elle avait donc omis d'en prendre 15 durant ce laps de temps. Elle est restée 5 jours entiers sans prendre ses antidépresseurs. Le manque de régularité dans la prise du lorazépam entrave son action. Le patient risque fort de retomber dans un état dépressif. Dans le cas de Karen, qui luttait contre l'anorexie, cela a pu la rendre beaucoup plus vulnérable aux effets catastrophiques de la maladie. À la veille de son comeback musical, Karen paraît heureuse. Mais en privé, les Carpenters sont en miettes. Karen mène une bataille sans fin contre l'anorexie et Richard se remet à peine de sa dépendance aux somnifères sur ordonnance. Dans les jours précédant sa mort, Karen prenait 2 substances. L'éméthine, contenue dans le sirop d'IPK pour se faire vomir, et du lorazépam comme antidépresseur. Cela en dit long sur son état émotionnel. Mais aucun de ces médicaments n'a pu causer directement sa mort. C'est une urgence médicale dramatique intervenue 4 mois et demi plus tôt qui explique la soudaineté de son décès. Le Dr Shepherd reconstitue les derniers jours de Karen Carpenter à partir des éléments de son rapport d'autopsie. Une autopsie ne porte pas de jugement. C'est simplement une enquête sur les causes médicales de la mort. Et elle permet de voir au-delà de l'évidence. Karen et Richard Carpenter préparent leur comeback. Ils n'ont pas sorti de disque depuis plusieurs années et pendant ce temps, tous deux ont dû affronter leurs démons personnels. Pour Richard, sa dépendance aux somnifères. Pour Karen, ses problèmes de poids, sa dépression et ses propres addictions. À eux deux, ils ont mené les Carpenters dans l'impasse. Septembre 1982. 4 mois et demi avant sa mort, le poids de Karen a chuté à un niveau dangereux. Sa vie est en danger, elle est admise d'urgence à l'hôpital. À sa mort, Karen avait grossi de 13 kilos. Elle pesait environ 49 kilos, un poids raisonnable. Mais au moment de son hospitalisation, elle en pesait à peine 36. Karen est gravement déshydratée et dangereusement amaigrie. À l'hôpital de Lenox Hill à New York, elle subit un traitement agressif pour tenter de lui faire reprendre du poids. À l'hôpital, Karen a été nourrie par voie intraveineuse. C'est un procédé appelé hyperalimentation. Lorsque Karen a été admise à Lenox Hill, c'était un squelette déshydraté de 36 kilos. On ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas vu la personne. La voir si décharnée a été un choc. Il faut parfois être alimenté par voie intraveineuse et presque forcé à grossir pour sauver sa vie, parce que l'anorexie tue. En une semaine, ce traitement intensif porte ses fruits. Karen revient à la vie. Sa famille et ses amis étaient aux anges car elle avait repris du poids. Elle pesait plus de 45 kilos et à leurs yeux, elle faisait des progrès. C'était très important pour elle. Elle pouvait dire « Regardez ce que j'ai accompli, je vais mieux ». Mais cela ne traite pas les problèmes psychologiques sous-jacents. Et cela peut déclencher un nouveau cycle de besoin de contrôle. Je vais lutter contre ce que vous me faites, parce que je tiens à diriger ma vie. Ne me dites pas ce que je dois faire. C'est la nuit avant la mort de Karen Carpenter. Elle est sortie de l'hôpital et séjourne chez ses parents à Donny.
Elle a retrouvé la santé et dîne dehors avec Agnès et Harold. Elle commande son habituelle salade de crevettes, mais étonnamment, elle demande une deuxième portion. Dans une interview accordée peu après la mort de sa fille, Agnès indique qu'elle ne se doutait pas que Karen, qui avait repris un poids normal, avait replongé dans l'anorexie quelques jours avant son décès prématuré. L'anorexie est une maladie secrète. Les patients passent leur temps à dissimuler leur amaigrissement. Ils cachent leurs agissements aux autres. Ils font tout pour qu'on ne les remarque pas. Ils s'assoient devant une assiette pleine pour dîner en famille et ils ont toutes sortes d'astuces pour détourner l'attention du fait qu'ils ne mangent pas. Les anorexiques sont incroyablement rusés quand il s'agit de cacher leur état. L'une des parties les plus curieuses du rapport note la présence dans le contenu gastrique de matières décrites comme anhydre à l'état sec, des feuilles de thé qui distendaient l'estomac. Mais il n'y avait aucun résidu significatif du repas pris la veille au soir. Cela suggère qu'elle avait peut-être vomi pour se débarrasser de la nourriture et bu du thé pour se caler ou pris de grandes quantités de laxatifs pour accélérer le transit intestinal. Dans la nuit du jeudi au vendredi, Karen téléphone à son amie Frenda. Elles ont rendez-vous chez la manucure à midi, mais Karen se plaint d'une oppression dans la poitrine. Selon le rapport d'autopsie, à part des altérations minimes du cœur, visibles uniquement au microscope, les autres organes vitaux étaient sains. Le muscle cardiaque était considérablement aminci à cause du poison contenu dans le sirop d'IPK, ce qui est très inhabituel. Cela pourrait très bien expliquer son essoufflement. Inquiète, Frenda rappelle un peu plus tard pour prendre des nouvelles de Karen. Agnès va jeter un coup d'œil. C'est la dernière fois qu'elle verra sa fille vivante. Le vendredi matin, Karen Carpenter est éveillée, mais ne se sent toujours pas bien. Elle va dans la cuisine pour faire du café. Le fait qu'elle ait pu aller préparer du café est extrêmement important. C'est la preuve qu'un événement soudain a dû se produire dans son organisme pour qu'elle s'effondre et meure sur le coup. De toute évidence, Agnès n'a pas conscience de la gravité de la maladie de sa fille. Au réveil, elle descend boire un café. Elle commence à s'inquiéter quand Karen ne répond pas à ses appels. Karen, coffee's ready. Karen, what are you doing? Karen? Karen, darling. Karen. Karen? What you doing, baby? Baby, what Karen? Karen, Carol, Karen, Carol. Le rapport note l'absence de contusion liée à la chute. C'est important, parce que cela suggère que Karen s'est affaissée. Elle n'est pas tombée comme un arbre abattu. Cela cadre avec une défaillance cardiaque. Agnès appelle à l'aide et tente de ranimer sa fille. Florinelli, la gouvernante, vient lui prêter main forte. Harold Carpenter appelle les secours. À leur arrivée, Karen est inconsciente, mais les pompiers de Donny détectent d'infimes pulsations cardiaques. Ils l'allongent par terre et commencent une réanimation de toute urgence. On a détecté un rythme cardiaque très faible, mais le pouls était imperceptible. Pour nous, c'est un arrêt cardiaque, pas une crise cardiaque. Comme son cœur ne battait plus, on a pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire. Bouleversée, Agnès appelle Richard. Celui-ci se lève aussitôt et se précipite à ses côtés. Karen est emmenée d'urgence à l'hôpital de Donny.
Elle ne respire plus et son cœur a cessé de battre. Pendant 28 minutes, le personnel médical tente de la ramener à la vie. Mais leurs efforts sont inutiles. Le décès de Karen Carpenter est déclaré à 9h51 le 4 février 1983. Je rentrais chez moi à Hollywood quand j'ai entendu la nouvelle à la radio. La chanteuse Karen Carpenter est morte d'un arrêt cardiaque à l'hôpital de Downey. Elle avait 32 ans. J'ai failli sortir de la route. On devait dîner ensemble ce soir-là. Je rentrais à Los Angeles. J'étais dans la limousine pour aller à l'aéroport. Quand on a annoncé à la radio que Karen était morte, je me souviens que je me suis effondrée dans la voiture. Quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai été très triste et secoué. Mais quelque part, je n'étais pas surpris. Pas du tout. J'étais sous le choc, bien sûr. C'était une femme merveilleuse. Karen et son frère Richard formaient le duo Les Carpenters. Ils ont vendu plus de 60 millions d'albums. La soudaineté de sa mort, sa nature frappante, ça a secoué l'Amérique. Le monde musical a été ébranlé. C'était un gros choc et une terrible tragédie. Ils ne vendaient plus autant de disques, mais peu importe. C'était la fin d'une époque. Les Carpenters étaient irremplaçables. J'étais à Los Angeles pour son enterrement. C'était vraiment affreux. Elle était si jeune. Elle n'aurait pas dû partir si tôt. Les gens étaient sous le choc. Ils adoraient Karen Carpenter. Il y avait foule à ses funérailles. Un millier de personnes sont venues lui dire adieu. Quand on a annoncé qu'elle était morte d'un arrêt cardiaque, personne n'a compris comment une femme de 32 ans, qui paraissait en bonne santé, la plupart des gens ne savaient rien de ses troubles alimentaires, comment quelqu'un de son âge avait pu mourir subitement. Le légiste a pratiqué un examen approfondi du corps de Karen Carpenter, mais il n'a pas trouvé de cause directe. Il semble que plusieurs facteurs ont contribué à son décès. Mais prendre ce médicament était déjà une forme de suicide. Le 4 février 1983, Karen Carpenter, légende de la pop américaine, est trouvée inconsciente dans sa chambre. Malgré les efforts du personnel médical, son décès est déclaré à 9h51 à l'hôpital de Downey. C'était un immense talent, phénoménal. Personne n'a jamais mieux chanté, ni avant, ni après. Elle était incroyable. C'est une immense perte pour la musique. Sans compter tout le reste, elle aurait pu faire de grandes choses. Mais elle était fragile. Elle reste l'une des plus belles voix du monde. Il y a Edith Piaf et il y a Karen Carpenter. Le docteur Richard Shepard tente de découvrir ce qui l'a tuée. Le rapport d'autopsie montre que Karen ne présentait pas d'hématome lié à sa chute. C'est important parce que cela implique qu'elle s'est affalée par terre. Sur place, les infirmiers ont détecté un pouls très faible, donc son cœur fonctionnait encore un peu, mais il était gravement atteint. Selon le rapport, ses poumons contenaient un liquide rose mousseux, indiquant un œdème pulmonaire lié à une défaillance cardiaque aiguë. Or, la toxicologie nous apprend que Karen prenait de l'éméthine, un vomitif présent dans le sirop d'IPK.
L'émétine est un poison si on en prend trop et trop souvent. Elle a pour effet de provoquer des lésions du muscle cardiaque. Mais l'émétine seule n'a pas pu causer la mort de Karen. Alors qu'est-ce qui l'a menée à la tombe? Un an avant sa mort, la jeune femme, poussée par son frère Richard, a déménagé à New York pour tenter de gérer son trouble alimentaire. Elle a décidé de consulter un psychothérapeute renommé Steven Levenkron. C'est là, durant ses séances confidentielles très intimes, qu'elle révèle le dernier et le plus dangereux de ses secrets. Elle prend un autre médicament qui a dû avoir un effet dévastateur sur son cœur. Steven Levenkron a passé en revue tous les médicaments qu'elle prenait et il a découvert qu'elle en prenait un pour la thyroïde. Karen en consomme de grandes quantités, alors que les médecins ne le prescrivent normalement qu'en toute petite dose. Levenkron soigne des anorexiques depuis des années, mais il n'a jamais vu quelqu'un abuser à ce point de ce produit potentiellement dangereux. Le médicament se nomme Synthroid. C'est un supplément en hormone thyroïdienne. Cette hormone est produite naturellement par la glande thyroïde, qui contrôle le métabolisme de base. En général, on prescrit du Synthroid quand la thyroïde est paresseuse. Mais rien n'indique que Karen souffrait d'hypothyroïdie. Cela donne à penser qu'elle essayait d'accélérer son métabolisme pour maigrir plus vite. Karen semble avoir été complètement prisonnière de son anorexie. Autour d'elle, on devait dire qu'elle n'était plus qu'un sac d'os. Mais quand elle se regardait, elle se voyait plus grosse qu'en réalité. Et elle aurait fait n'importe quoi. Elle aurait pris n'importe quoi pour perdre ce surpoids imaginaire. Elle aurait adopté tout comportement qui l'amènerait dans ce sens. Karen avoue à Levenkron qu'elle avale tous les soirs 10 fois la dose recommandée d'hormones thyroïdiennes, ce qui peut augmenter son rythme cardiaque à 150 battements par minute. Il est très dangereux de jouer avec des médicaments pour la thyroïde. L'accélération du métabolisme provoque une augmentation du rythme cardiaque, ce qui peut avoir un effet catastrophique sur un cœur affaibli. Quand on dit à une personne anorexique que cette maladie peut tuer, même si elle est contrôlée, celle-ci peut l'entendre intellectuellement, mais psychologiquement et affectivement, elle peut être encore dans le déni. Elle se dit « ça ne m'arrivera pas ». Le corps métabolise très rapidement l'hormone thyroïdienne naturelle et l'hormone de synthèse. L'absence de Synthroid dans l'organisme de Karen après sa mort ne veut donc pas dire qu'elle n'en prenait pas. Toutefois, les analyses toxicologiques habituelles ne l'auraient pas forcément détecté. Levenkron confisque les médicaments de Karen et lui ordonne d'arrêter immédiatement. Pourtant, 9 mois plus tard, son poids a chuté et elle est à l'hôpital, nourrie par voie intraveineuse. Dans l'anorexie et la sous-alimentation, le corps commence par consommer sa graisse pour maintenir son niveau d'énergie. Quand il ne reste plus de graisse corporelle, il métabolise les organes internes pour utiliser leurs protéines, ce qui entraîne des lésions à ces organes. Le cœur de Karen était légèrement plus petit que la normale pour quelqu'un de sa taille. Les lésions cardiaques se sont sans doute produites pendant qu'elle maigrissait jusqu'à 36 kilos, son poids le plus bas. Et une fois présentes, ces lésions étaient irréversibles. Le cœur de Karen subit à présent tout l'effet de son cocktail de médicaments et son corps lutte contre la malnutrition. Le compte à rebours a commencé. Je pense que la mort de Karen Carpenter est due à la combinaison des éléments de son anorexie. Son spectaculaire a fait rétrécir son cœur. L'émétine a aminci les fibres musculaires. Et le Synthroid a surstimulé cet organe petit mais vital. Et à 9h51, le 4 février 1983, il est entré en arythmie. Et puis il s'est arrêté. Sans le savoir,
Karen maltraitait dangereusement son corps. Elle ne se doutait pas le moins du monde qu'elle créait les conditions de la catastrophe qui nous l'a enlevée. Elle assurait à fond. Le spectacle devait continuer à tout prix. Elle se maquillait, elle mettait son manteau de fourrure et elle disait « Allons faire une autre interview » alors qu'elle s'était fait vomir 2 minutes avant, si ça se trouve. Elle était comme ça, elle se donnait à fond. Quand elle était sur scène, personne ne pouvait imaginer ce qu'elle traversait ni ce qu'elle faisait. C'était lumière, moteur, action. Dans les années 80, les traitements de l'anorexie étaient bien moins avancés. Je suis sûr qu'aujourd'hui, Karen aurait survécu à cette terrible maladie. La prise en charge de l'anorexie a considérablement évolué depuis cette époque. On a beaucoup appris sur cette maladie et sur ce qui peut aider les gens qui en souffrent. Cela a sensibilisé le public. C'est déjà beaucoup, car à partir du moment où on reconnaît le problème, on peut se faire aider. Après sa disparition, je crois qu'on se souvenait plus de Karen comme de la chanteuse morte d'anorexie que pour son immense contribution au monde de la musique. Son décès a fait prendre conscience de la gravité et des dangers de troubles alimentaires tels que l'anorexie ou la boulimie. La mort de Karen Carpenter était un puzzle complexe, dont la pièce manquante était l'hormone thyroïdienne de synthèse, le synthroïde. Si on y ajoute l'anorexie et les effets toxiques du sirop d'IPK, à la fin, son organisme n'a pas résisté. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'inévitable se produise. Potato.